sûr de lui, impassible. À Las Vegas, il n'a jamais les jetons. Enfin si, il a des jetons mais il a pas peur quoi. Pour masquer ses émotions, il porte des lunettes de soleil, même quand il joue en ligne. C'est le boss du casino, mais en IMO, il est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Propriété à tout prix, votre magazine de l'immobilier. Que vous soyez propriétaire, futur propriétaire, investisseur ou simplement intéressé par le sujet préféré des Français, l'immobilier, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, encore plein de bonnes astuces de nos experts aux quatre coins de la France, mais également de la bonne humeur et un coup de gueule en fin d'émission de nos amis perpignanais. Alors, installez-vous confortablement dans votre canapé. Nous sommes partis pour 1 heure de conseil immobilier, mais tout de suite, un petit avant-goût de l'émission. Petite question autour de la table. Oui. Qui c'est qui a une salle de bain? D'accord. Il a inventé un truc, il remet au goût du jour la location-accession avec le leasing. Qu'est-ce que c'est ça? Ça ouvre des nouveaux horizons dans l'immobilier, là, les gars. Ça répond à une problématique qu'on a sur le terrain. Et comment on fait pour avoir de l'apport? Eh ben, faut économiser ou avoir des parents très gentils. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez pousser un coup de gueule pour votre première. Exactement. Bonjour les experts, j'ai une question pour vous. J'ai mon propriétaire qui voudrait vendre mon appartement. Est-ce que vous avez 3 conseils à me donner? L'idée, c'est plutôt un achat à court terme. Et moi, j'ai peut-être une solution pour simplifier tout ça. Je vais vous expliquer comment encaisser des loyers sans générer d'impôts dessus. Bravo. C'est le rêve, mais le rêve accessible. Quel plaisir, les amis, de se retrouver le dimanche midi avec nos experts pour parler d'immobilier. Charlène, bonjour. Bonjour. Ça va? Marie, je vais venir à toi tout de suite. Grégory, tout va bien? Salut Bruno, ça va et toi? Bon, et Olivier, bien sûr, qui est avec nous, Oui. comme tous les dimanches. C'est vrai. C'est ça, on va voir ce qui va se passer tout à l'heure. Marie, comment tu vas? Très bien. Tu merci. arrives du Beaujolais? Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps? Il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques Plein de heures. choses, plein de choses. Alors moi, je crois qu'on a une petite surprise pour toi, parce que les amis, c'est l'anniversaire de Marie, et on va lui faire une ovation. Bravo! Oh là 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 là! Dès le début de l'émission. Merci. Alors, il faut souffler, hein, c'est la tradition. Merci Sacha. On se retrouve tout à l'heure. Merci Bruno. Bon voilà, bon écoute, à peine 20 ans. 25, 25, voilà. Ouais. Donc, mais une très bonne experte, hein, avec si peu d'expérience, c'est quand même très important. Très important. Bon, eh ben, je crois que c'est un bon début d'émission. Charlène, Ah oui. après ça, tu vas avoir du mal. Ah, j'avoue, je ne peux pas rivaliser. Déjà, faut goûter. Alors, écoute, on va pas parler d'anniversaire, on va parler de division de biens immobiliers avec toi pour commencer cette émission. Tout à fait. Tout de suite après, l'humeur d'Olivier. Mon Olivier, le pote de toujours. Alors, comment ça va? Bonjour tout le monde, bonjour sur ce plateau, bonjour chez vous. Ça va. Bon, ouais. D'habitude, ça va pas. Ouais. Je pense que les gens s'en moquent un peu. Aujourd'hui, je suis sur la retenue. Hein, Ouais. Voilà, je suis sur la retenue. D'accord. Donc, je vous ai fait un petit truc light. Très light. Oui, très light. Bon. Alors, par exemple, dans la Savoie, on apprend aujourd'hui, ils nous disent quoi? Ils nous disent où en est le marché à Albertville. Bah, ça va. Ça va. D'accord. Ensuite, on nous dit, dans France Bleu, on nous dit le marché de La Rochelle revient à la normale. Bah, il était temps. Non, non, mais Olivier, t'es sérieux? Quoi? T'as que ça? Ouais, non, mais- non, ouais. Non, mais tu viens et tu nous dis ça, en fait. Bon, attends. Non, mais tu me dis, Oui. on n'a pas le droit de vanner sur les fringues, on n'a pas le droit de vanner sur les mères, on n'a pas le droit de vanner sur les visages. Ah oui. Voilà. Juste, Ah, je peux oui, avoir un oui. joker? Ah là, Joker, oui, parce Joker. que là, on va pas s'en sortir. Parce si qu'on n'a on pas le droit de reste là-dessus, vanner, mais franchement, ils ne nous aident pas non plus. Ah oui, c'est je, ça. vous ai trouvé des images. Le ministre, vous avez vu ça? Regardez dans les écrans. Oh là. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Salvatore Chabal. Un mix entre Salvatore Dali et Salvatore Chabal. On ne sait pas s'il va modifier la loi SRU ou s'il va nous plaquer dans les 22. Tu vois, alors, attention, vous êtes prêts? Ouais. C'est régalade, hein. Attention, Oui, deuxième attention. image. Sur Ah, cette oui. image, il y a un ministre et un mec qui va aux champignons. Sauras-tu deviner qui est qui? Envoyer Champi au 7-12-12. Alors, attends, je le dis pour Ouais. les gens de la chaîne, c'est pas un vrai jeu. N'envoyez pas Champi au 7-12-12, vous ne gagnerez pas votre poids en girole. Ouais, c'est un jeu Non. totalement ininteractif. Oui, non, parce qu'en Ouais. général, après, on nous dit les gens, ils ont joué. Ouais. Donc, non, ne jouez pas à ça, c'est pas vrai. Alors, par contre, j'avais une petite info quand même. Ah bon, quand même. Petite info, notre demi-mêlée qu'on a vu là tout à l'heure, là, ministre. Vous vous rappelez, il y a 7 ans, ils avaient enlevé
les 5 € aux APL. Ouais, Hein exact. Ouais, oui, Et c'est ça. ça a fait du bruit parce que, Ouais. comme on le sait, les APL, c'est pour les plus riches d'entre nous. Ouais. Hein, c'est pour les étudiants, en fait, hein, carrément. Et bien là, il y a un petit bruit qui court, Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? comme quoi il voudrait les supprimer totalement. Ah oui, quand Ouais. même. Alors le ministre, il a dit non. Les APL, tu veux dire? Ouais. Ah Il oui. voudrait les supprimer. Enfin, c'est un bruit qui court pour l'instant. Ouais. Et le ministre, à ce bruit, il a dit non. Je dément formellement. Ouais. Alors on sait très bien que quand un ministre dément comme ça, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il va le faire direct. Donc on suit l'enquête, je mène l'enquête pour vous et je vous Ah, ça, tiendrai c'est au courant. sympa. Bon, bah, c'est Voilà. super. Donc, finalement, frisou, en fait. Dès qu'il s'agit de dire du mal, en fait, il est très Non, mais prolixe. t'as vu, Hein? la diapète et les vacances. Ouais, non, mais c'est quand même Qu'est-ce pas que mal. c'est, ça? Bon. Bah, merci Olivier, on se retrouve la semaine prochaine de toute façon, puis tu Absolument, restes je reste un avec petit nous peu pour avec vous là, l'émission. ouais. voilà. Ouais. Bon, eh ben, c'est tout de suite. Tu vas nous parler de division de biens pour optimiser et maximiser les ventes, c'est ça? C'est ça, en fait, il est nécessaire pour certaines de grandes propriétés de diviser pour vendre plus facilement et à des prix beaucoup plus abordables. Ah, bah alors, on t'écoute attentivement. Mais c'est vrai que des fois, on a de grandes propriétés, bon voilà, avec un prix quand même assez conséquent, ça va toucher qu'une certaine clientèle. Ouais. Que si on divise, ça va correspondre à une grande majorité de clients et du coup, la vente va être beaucoup plus rapide. Finalement, les acheteurs sont contents parce qu'ils ont des surfaces abordables et le propriétaire, il est content parce qu'il récupère plus de sous-sous C'est dans ça. sa poche. Et justement, la plus-value là-dessus, comment ça se passe? Est-ce que ton propriétaire, quand tu divises, il va pas se retrouver à un moment donné à payer de la plus-value plus que s'il avait vendu Tu veux un peu seul de lot? sirop, Grégory? Léger, léger. Il a fait la fête. C'était l'anniversaire de Marie. Hein. Forcément. Oui, non, après, tout dépend comment ça va être réparti, mais effectivement, le notaire, après, peut... Voilà. Et ce que j'adore ici dans cette émission, c'est qu'on voyage dans toute la France. Et là, dans ton enquête, tu as été à Conches-sur-Orbiel, C'est à ça. côté de Carcassonne, c'est ça? C'est ça, juste à côté Alors, de qu'est-ce que Carcassonne. c'est que ce bien divisible d'une certaine manière, j'imagine? Tout à fait, c'est une grande propriété où avant il y avait des caves viticoles Pas mal. qui peut être découpée en plusieurs, on va dire, morceaux, comme on dit dans le jargon. On peut avoir quand même une maison indépendante, une maison familiale à côté, il y a une dépendance de 160 mètres carrés qu'on peut aménager ou louer éventuellement pour Très bien. des Super collectionneurs de potentiel, hein. voitures. Alors- Mais voilà, il y a plusieurs possibilités, il y a des jardins, donc voilà, il y a pas mal de possibilités pour ce bien. D'accord. Alors, donc là, ça vaut combien, un bien comme ça, en On est à division? peu près à 145 000 euros. Ah oui. Ah oui. 145 000 euros. Pourquoi? Pour un studio? Non, pour la totalité. Bon, bah, ça, c'est parfait, ça. Hein. Et donc, on peut le diviser et encore optimiser ce prix, finalement. Tout à fait. Et du coup, ça fera des prix un petit peu moins conséquents et les gens seront plus. C'était pas plus totalement attirés. conséquent déjà. Comme Déjà, prix, là, hein, on était sur... on était sur Oui, une mais conséquence bon, du modérée coup, quand voilà, même. on peut hein. avoir des petites maisons aux alentours des 80 000 euros et ça va toucher un maximum d'acheteurs potentiels. Et d'ailleurs, en parlant de division, savez-vous que le Plaza Hotel, hein, qui est un bâtiment historique de New York, au fil des années, s'est transformé, une partie de l'hôtel a été transformée en appartement de luxe. Je sais, j'en ai pris 2, moi. Ouais, bah, écoute, vu sur Central Park direct. Hein. Ah bah, Et donc, effectivement, on a maximisé ce bâtiment historique C'est beau, hein. en faisant des appartements beau. sublimes. Quoi, hein. Tout à fait. Bon, je crois que c'est le moment de voyager un petit peu dans cette émission. Aujourd'hui, on va voir Sébastien Mazéo, qui est avec un collègue pour nous faire deviner un prix. Regardez. Bonjour, aujourd'hui on est à Balaison, petite commune de Haute-Savoie. Aujourd'hui c'est pas moi qui bosse, c'est mon confrère et ami Christophe qui a 1 minute pour vous présenter sa petite trouvaille. Ce que j'ai pris en compte dans mon estimation, c'est cette magnifique vue sur le lac Léman. Et une vue comme ça, c'est facile, 5 à 10% de plus. 5 à 10%. Une vue comme ça, ça offre des perspectives. Bon, au moins, grâce à Christophe, on a une information précise et un vrai tips pour une estimation de qualité. Allez, je suis sympa, je vous donne quelques indices. Allez, moi aussi j'ai envie que vous trouviez. Le prix du mètre carré à Balaison se situe entre 3 300 et 6 300 euros du mètre carré. Alors Christophe, le verdict? Mon estimation pour cette magnifique maison se situe entre 930 et 960 000 euros. Ah oui, quand même. Bah oui, on est en Haute-Savoie. On est à la Ouais, frontière. dans les lacs Léman et tout ça, oui, d'accord. Ouais, bah oui, on est en Haute-Savoie, c'est Genève, c'est les frontaliers. Sébastien ça. nous en parle toujours avec Ouais, oui, c'est sûr. beaucoup de verve. Et justement, en parlant de prix élevés, la vie de château, pour ton anniversaire, c'est un petit peu le rêve ou pas? C'est le rêve. Bon. Et le rêve accessible. Le rêve accessible. Voilà. Donc moi, je vais rebondir un petit peu sur la chronique de Charlène en parlant de division, mais je vais vous faire voyager dans le temps et on va plonger dans l'univers
des monuments historiques. Et voilà. Ah oui, c'est Si ça. tu veux parler de Bruno, c'est pas gentil. Ouais, c'est ça. Ah, je ne vais pas parler de Bruno. Donc, c'est aujourd'hui les bâtiments historiques. Donc, il y a beaucoup de biens. Il faut savoir qu'en France, il y a 46 000 monuments classés monuments historiques. D'accord. Pas forcément des châteaux, du coup. Non, pas forcément des châteaux. Tout type de monuments historiques confondus. Et il y a environ 1000 biens classés remarquables. D'accord. Et on est le premier pays ex aequo avec l'Italie en nombre de monuments historiques classés. Ah, incroyable. Ok. Incroyable. Voilà. Alors donc là, pour continuer un petit peu dans les histoires de division, les châteaux en général sont restaurés, modifiés, divisés. Ouais. Bah, aujourd'hui, il faut savoir que être propriétaire d'un monument classé, c'est souvent un fardeau pour les propriétaires. Bah oui. Parce que ça coûte très cher. Donc, ils ont deux solutions, soit le restaurer, le rénover ou le vendre. Ah, le vendre. Et quand ils le vendent souvent pour de la découpe, donc de la division. D'accord. Et c'est le cas du château de Bel-Air, donc qui est situé à Pommiers. C'est une commune hyper prisée du Beaujolais, la plus prisée du Beaujolais. Ah oui. Ouais. Le château de Bel-Air, donc c'était l'ancienne demeure d'un conseiller de Louis XIII. Et c'est un château qui a été Très joli, hein, réhabilité en 9 lots d'habitation. Donc ils ont créé une copropriété. Donc ils ont conservé quand même le charme de l'ancien, tout en créant donc des espaces modernes Obligé, d'une et certaine fonctionnels. manière aussi. Bah oui, on est obligé parce que donc quand on réhabilite un château, il y a des demandes à faire au niveau du plan local d'urbanisme. C'est sublime, hein. Et les ABF, les architectes des bâtiments de France. Donc on ne fait pas ce qu'on veut. Alors là, tu nous parles de 9 appartements dans ce château, c'est ça? Alors je vous parle d'un appartement en particulier. Donc c'est un appartement qui fait 91 mètres carrés, 3 chambres qui bénéficient de 2 extérieurs. Donc on a un extérieur qui donne sur la cour intérieure du château et un autre sur la vallée de la Saône. Et combien? Au niveau du prix, Bah donc, oui. la vie de château est accessible Bah oui, à c'est ça que je veux savoir. Donc on est entre 360 et 370 000 euros. C'est hyper bien, hyper bien. Pour un appartement C'est qui pas est mal, rénové, hein. c'est chouette. Hein. Bah, c'est excellent. Ouais. Et c'est tout neuf. C'est ancien, mais tu sors quand même en B. Bah oui, C'est la super. rénovation, Très bonne rénovation est extraordinaire. Très bonne Super. rénovation. Ouais. Bon, bah, c'est parfait, ça. Expert au top, hein, encore J'adore. aujourd'hui. Expert au top, on va voir avec le Selfimo. Alors, vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos vidéos selfies sur Proprio à tout prix, vos questions @Proprio à tout prix, et nos experts y répondent. On envoie tout de suite la question de Audrey. Bonjour les experts, j'ai une question pour vous. J'envisage de refaire la façade de ma maison. Est-ce que je dois faire une déclaration en mairie? Merci. Ah, la façade. Est-ce que tu vas te faire refaire la façade, toi, ou pas? C'est gentil. Pardon, Mais moi aussi, je excuse-moi. t'aime. Tu sais que moi aussi, je t'aime. Hein. Bon, alors, la façade d'une maison, c'est toujours les gros travaux, d'ailleurs. Est-ce que... Travaux d'entretien, une façade de maison. D'accord. Pas forcément gros travaux. Bon, alors donc, qu'est-ce qu'on lui conseille à cette Toute demoiselle? modification de la façade, que ce soit le changement des menuiseries ou le ravalement de la façade, il faut demander une autorisation à la mairie. C'est D'accord. une déclaration préalable de travaux. Et c'est obligatoire. Et en fonction du plan local d'urbanisme, on choisit la couleur de la façade. La couleur de la façade. Donc, on ne Ouais. peut pas faire n'importe quoi en termes de Non, on couleur, peut pas, de faire une matériaux, maison rose, etc. quoi. Bah, on parlait d'ABF, par exemple. Voilà, ça. Les normes Ça. ABF vont imposer un certain type de coloris pour la façade. D'accord. Après, c'est rien à faire. Hein. Protégé comme ça, ou ça Alors, va être très on peut compliqué. peut-être dissocier la façade d'une maison et élargir un petit peu aux façades des immeubles. Quand on est copropriétaire, souvent aux assemblées, il y a pas mal de batailles sur Le ravalement. le ravalement de façade, qui coûte cher. Ce qui est dans l'air du temps, avec Et alors l'isolation par l'extérieur et le ravalement des façades. Ça coûte combien un ravalement de façade pour un immeuble? Ça dépend. Ça dépend du nombre de lots. Moi, ce que j'ai Ça pu dépend voir, ce que j'ai pu voir dans les copropriétés où c'est arrivé, Ouais. on tourne aux alentours d'entre 9 et 12 000 euros. Ah voilà. Par lot. Par lot. Par lot. Ah oui, c'est ça. Par lot. Et en plus, est-ce que Sur ça des dépend? copros de 100-150 lots. Hein. Ouais, c'est ça. Et alors, ravaler une façade de maison, ça coûte combien, à peu près? Entre 20 et 30 000 euros. Ah, quand même, aussi, ouais. Et c'est quoi, 10 ans? Non, 30. 30. Ouais, c'est un peu plus. Ouais. Si on l'entretient. Après, ça dépend. voilà. Ça dépend s'il y a beaucoup de soleil ou pas, ça dépend des régions. De l'exposition. Bon, La pluie, tout ça. La question est assez simple, en fait. Hein, une déclaration de travaux, et puis c'est tout. Hein. C'est ça. Il Et y a c'est pas très de- simple à faire. C'est une formalité, quoi. Ouais. Ah oui, clairement. Il n'y a rien de gratuit. compliqué. D'accord. Et il Il n'y a faut pas le de faire. risque que ça soit refusé ou des choses comme ça? Non, si on respecte Non, le ben PLU, voilà. hein. Si on fait dans les couleurs qui sont demandées. Après, si on ne change pas le coloris, ni les menuiseries, ni quoi que ce soit, bon, voilà. Normalement, c'est bon. On peut Bon. le faire sans déclaration préalable, mais effectivement, si on Il y a change des la zones plus couleur, dures que d'autres, je crois. Je pense par exemple à l'île de Ré, Ouais. où ils sont. Ah ouais, c'est ça. C'est normal, ils préservent totalement le. Oui, mais voilà, le l'aspect. secteur est très Ouais, protégé, ouais. donc il faut faire attention. Et en cas de revente dans les 10 ans, vu qu'on fournit une facture et une garantie décennale, les notaires nous demandent obligatoirement une déclaration de travaux.
D'accord. Bon, très bien. Je crois qu'on a très bien répondu. Et puis, on parlait avec Charlène de division, avec Marie de la vie de château. Mais quand on divise et qu'on transforme des biens de cette nature, eh ben, en fait, il faut vivre en copropriété. Exactement. Et pour bien vivre en copropriété, il faut un bon syndic. Eh ben voilà, Grégory, c'est un spécialiste du syndic. Attention. Alors, spécialiste, je ne sais pas. Ouais, bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'un syndic? Alors, le syndic, déjà, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est la première des choses à savoir. C'est en fait une personne morale ou physique dont le rôle va être de gérer tout ce qui est vie quotidienne, on va dire, de la copropriété, s'occuper de l'entretien, s'occuper de demander, justement, on parlait des ravalements de façade, de lancer en fait les études pour dire est-ce qu'il faut ravaler ou pas, est-ce qu'il faut nettoyer ou pas, est-ce qu'il faut isoler par l'extérieur ou pas. Et surtout, et c'est vraiment le plus important, le syndic va s'occuper des finances de la copropriété. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de primordial. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a, il y a des fights dans les réunions de copropriété. Exactement. Ça parle argent. Exactement. Et il faut savoir qu'un syndic qui est bien géré financièrement, c'est aussi de la plus-value pour le bien. D'accord. En lui-même, parce que si on est un syndic qui est complètement dans le fond du gouffre, forcément pour négocier, ça va être... Et comment on fait pour savoir si son syndic est bien, alors du coup, quand on est propriétaire? Alors, quand on est propriétaire, c'est pas très compliqué. Déjà, on a tous les ans une assemblée générale. Il y a des charges de copropriété qui sont appelées régulièrement. On a donc un compte-rendu, on a des bilans, on peut vérifier tout ça. Donc en gros, c'est de voir si les documents qui sont transmis sont bien à l'heure, si c'est à jour, si ça a l'air sérieux. On peut se renseigner aussi sur Internet pour savoir si ils sont bien notés, des choses comme ça. C'est possible, c'est possible. Ce qu'il la reconnaît, c'est toute la partie chiante de l'immobilier. C'est ça. C'est le syndic en général, ça. C'est ça. Exactement. Et moi, j'ai peut-être une solution pour simplifier tout ça. Ah d'accord, c'est quoi? Alors voilà. C'est ce qu'on appelle un syndic bénévole. Ah oui, mais ça dépend, là, il faut être petit. Il faut être petit, exactement. Par contre, ça peut être un vrai atout. D'accord. Là, par exemple, moi, je vais vous présenter un bien tout à l'heure. Ce bien-là, c'est une copropriété, il y a 3 lots. Ah oui, donc là, c'est facile. On peut se permettre de gérer. Ça fait des vraies économies tous les ans. On regarde, c'est quoi cette enquête? C'est quoi ce bien dont tu nous parles? Mystérieux. C'est un joli appartement qui fait 75 mètres carrés, qui est en plein centre de Tours. D'accord. Et donc qui est géré par un syndic. Bénévole. 408 € de charge annuelle. Donc, c'est vraiment rien du tout. D'accord. Il aime le rose, le propriétaire. Tout à fait. Et surtout, tout le monde se connaît. Donc cette copro, en fait, elle est bien tenue. Il n'y a pas de problème particulier dedans. Dès qu'il y a un souci, une fuite, un truc, ça réagit. Ouais, mais Grégory, écoute, un syndic bénévole, il faut avoir du temps. Exactement, ça fait partie des prérogatives. Pour la personne qui va se charger du syndic... C'est une sacrée responsabilité. Ouais, une âme de Saint-Bernard ne suffit pas. Il faut être un peu administratif aussi quand même. Carrément. Il faut administratif, il faut être rigoureux. Et gestionnaire. Voilà. Moi, j'ai très bien connu un syndic bénévole, mais je ne l'ai pas vu. Non, il est parti au final. L'immeuble n'existe plus d'ailleurs. Bon, très bien, Grégory, bravo. Ça vaut combien ce petit appartement en copropriété avec syndic bénévole? Eh bien, il va être à 165 000 €, ce petit appartement. Comparé avec des charges très faibles, c'est cool. Avec des charges très faibles, c'est cool. Très bien placé dans le centre de Tours. Bon, super. Alors moi, j'avais un petit message à vous faire à la fin de cette première partie d'émission, c'est que être agent immobilier, c'est finalement une vocation. Et nos experts, qui sont maintenant près de 80, sont en recherche de bras. Donc, si vous avez une vocation d'agent immobilier, nos consultants officiels partout en France sont vraiment en demande. Je crois que vous avez tous des problèmes pour trouver de bons négociateurs immobiliers. Charlène? Oui, tout à fait. On cherche des personnes qui soient quand même assez carrés, rigoureux, consciencieux. Ouais, tenaces. Qu'est-ce qu'il faut Motivé. comme qualité encore? Comme un patron de syndic. Pareil. Donc, envoyez vos candidatures sur contact@proprio-à-tout-prix. On transmettra à nos consultants officiels. Plus de 80, il y en a partout en France. Donc, ça pose aucun souci. Alors, justement, en parlant de partout en France, nous allons aller à côté de Bordeaux avec notre ami Bruno. Je l'aime beaucoup parce qu'il a un beau prénom. Et il va à la traîne. Et il n'est pas du tout à la traîne. Regardez. Salut à tous, c'est Bruno, bienvenue à La Traîne, on est à peine à 10 minutes de Bordeaux. Aujourd'hui, je vous emmène voir une magnifique maison. Vous avez 1 minute pour l'estimer, allez, c'est parti. Ce qui a le plus compté dans mon estimation ici, au-delà de cette belle maison et de sa piscine, c'est l'environnement calme et bucolique. Mais je vous en dis pas plus. En effet, tu as quelques petits ajustements de dernière minute avant de continuer cette découverte. Mais une fois en parfait état, c'est vrai que cette maison paraît plutôt prometteuse. Pour vous mettre sur la bonne voie,
Je vous donne quelques indices. Ah bah voilà, quand tu veux. Bon, je vais ajouter mon petit grain de sel. Le prix à la traîne oscille entre 3 000 et 5 500 € du mètre carré. Et si vous n'aviez pas trouvé, il suffit de demander à Bruno. Mon estimation pour cette magnifique maison se situe entre 680 et 700 000 €. 3 nouveaux experts avec nous pour cette deuxième partie, Marseille et Bandol, Pascal, Michael et Alexandre. Mais dans cette partie qui va être très riche avec l'optimisation de son bien immobilier, à la fois dans le fiscal et comment gagner de l'argent, on a le plaisir de recevoir un invité d'honneur en la personne de Charles Ruel. Bonjour Charles. Bonjour. Ça va? Très bien, Alors, merci beaucoup. ce gars est fantastique. Il a inventé un nouveau truc et on voulait absolument le recevoir aujourd'hui dans l'émission parce qu'il va nous parler d'un truc tout à fait innovant. C'est l'invité de la semaine. Alors, on est très heureux d'accueillir Charles Ruel, les amis, qui est président fondateur de la société Sésame. Et alors, attention, tenez-vous bien, il a inventé un truc, il remet au goût du jour la location-accession avec le leasing. Bonjour Charles, ça va? Bonjour, très bien, merci. Alors, vous voyez cette innovation, comment c'est énorme? Le leasing immobilier, ça vous parle ou pas? On connaît le leasing auto, mais le leasing immobilier, en tout cas, j'ai hâte d'apprendre plus d'informations. Est-ce que tu peux en quelques mots nous dire ce que c'est que le leasing pour un bien immobilier? Alors effectivement, il y a un parallèle avec l'automobile. C'est un système de location avec option d'achat qui permet d'accompagner un acheteur dans son projet d'accession. Donc tout simplement, il commence par louer son logement. Pendant la phase de location, on l'accompagne pour améliorer sa situation, pour obtenir son financement. C'est génial, les mecs. Ça ouvre des nouveaux horizons dans l'immobilier, là, les gars. Tout à fait. Ouais, ça permet, surtout au temps actuel, de pouvoir rendre l'accession à la propriété aux gens. Ouais, donc c'est top. Alors ça marche comment, Charles? Alors raconte-nous un petit peu. Je suis acheteur d'un bien immobilier. Bon, je suis un peu court au niveau financement. C'est ça un peu la cible, hein? Forcément, effectivement, on accompagne ceux qui rencontrent des difficultés aujourd'hui à obtenir un financement et on apporte cette solution alternative qui permet de différer le moment du financement. Alors ça marche comment? Donc effectivement, il y a un loyer pendant toute la phase du leasing, puis il y a un prix d'achat qui est fixé et convenu d'avance, qui ne bouge pas pendant toute la durée du leasing, qui peut être lui-même de 36 mois maximum. C'est super intéressant parce que depuis le Covid, le pouvoir d'achat immobilier des acheteurs a baissé de 30%. Et là, tu permets avec ta solution de pouvoir contrer ça et je trouve ça top. Alors, à Bandol, est-ce que tu as déjà eu dans ta carrière, longue carrière, Pascal, des gens qui ont fait de la location-accession, je dirais, sans être organisés comme Sésame? Non, mais c'est vrai, il y a quelques ventes à terme qui se font avec un certain délai qui va jusqu'à 24 mois, mais je trouve que c'est une solution qui est extrêmement pertinente. Bravo pour cette innovation. Et ça peut être fortement intéressant parce qu'effectivement, le vendeur sait que c'est vendu, même s'il y a un délai de 12 à 36 mois. Et si jamais le bien est grévé par un financement, le fait d'avoir un loyer lui permet d'avoir les rentrées potentielles pour subvenir. Alors c'est 36 mois maximum, c'est ça? Alors je dirais qu'on s'adapte entre forcément la trajectoire de l'acheteur pour obtenir son financement et le délai que le vendeur veut bien accorder. Mais l'idée, c'est plutôt un achat à court terme. À court terme, donc ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, jusqu'à 3 ans, donc en fait. Hein. Et une partie du montant de la mensualité est affectée au paiement d'un loyer, et la deuxième partie constitue une épargne constituée au fil de l'eau, mise sur un compte séquestre, qui viendra constituer l'apport de l'acheteur le moment venu. Moi, je dis c'est génial. Mais c'est top. Et surtout, ça répond à une problématique qu'on a sur le terrain quand les vendeurs, n'arrivent pas à vendre. L'objection principale du professionnel de l'immobilier, c'est je vais mettre en location. Je n'arrive pas à vendre, je vais mettre en location. Et nous, on lui explique exactement ça. Attention, tu vas être pieds et poings liés si tu mets en location. Par la suite, ton bien va se dévaluer. C'est énorme. C'est quoi les objectifs, les ambitions en termes de volume? Donc on a beaucoup de demandes. C'est 9000 familles aujourd'hui inscrites en liste d'attente qui recherchent un logement en location avec option d'achat. Donc notre enjeu, c'est effectivement de créer cette offre de logements disponibles sur le marché, au contact des vendeurs, en partenariat avec les agents. Et donc notre ambition, c'est d'accompagner à minima une 50aine de familles cette année, et j'espère bien plus cette année. Bravo, Charles. Franchement, c'est un big up parce qu'effectivement, des innovations de cette nature, il n'y en a pas beaucoup dans l'immobilier finalement.
Ouais, on appelle ça l'industrie, la PropTech, c'est ça? La PropTech, c'est ça, on est la Startup Nation, là, attention. Bon, merci beaucoup Charles pour cette présentation brillante et on te souhaite beaucoup de succès parce qu'effectivement des innovations de cette nature, c'est toujours à encourager et nous on aime bien le faire dans l'émission. Bravo. On va parler en plus d'optimisation dans cette partie. Alexandre, on commence avec toi. Oui. Alors, comment on fait pour gagner de l'argent alors avec sa maison? En effet, Bruno, comment optimiser son bien immobilier pour améliorer sa situation financière et son pouvoir d'achat? Ah bah voilà, ça c'est un truc sympa. C'est un bon sujet. L'immobilier, on le sait, en France, c'est 62% du patrimoine des Français. Ah oui, 2 tiers. Exactement. C'est le premier investissement, c'est l'investissement préféré des Français parce qu'il est stable, il inspire confiance. C'est 30 millions de logements en France, c'est un marché de 6 900 milliards d'euros. Donc, il y a des choses à faire sur ce marché. 30 millions de logements pour loger 70 millions de Français. Exactement. 2,5 personnes par foyer. Bravo voilà, pour le calcul. Et si on parle de pouvoir d'achat, en 2023, ça ne nous a pas échappé, on a eu une inflation quasiment à 5%, donc qui a privé d'énormément de pouvoir d'achat à tous les Français. Et donc maintenant, tout le monde est en recherche de solutions. Donc aujourd'hui, je vais parler aux propriétaires, surtout de résidences principales, et donner des solutions pour pouvoir gagner de l'argent et du pouvoir d'achat. Alors, vous avez la possibilité, quand vous partez en vacances en week-end, de louer votre logement sur les plateformes jusqu'à 120 jours par an si c'est votre résidence principale. Et ça va vous permettre d'avoir du revenu. En 2, ça c'est souvent pour les jeunes actifs qui ont une chambre disponible, vous avez la possibilité d'opter pour la colocation. Vous pouvez louer une chambre selon les villes et les endroits jusqu'à 500 € par mois et par chambre. Donc ça peut quand même booster votre revenu à la fin du mois. Ah bah quand même, ça peut être du co-living aussi également. Exactement, ça peut être du co-living et justement, on peut aussi penser aux seniors avec la colocation intergénérationnelle. Ça va permettre de booster leur retraite, qui parfois, il y a des problèmes de retraite en France, et également de booster leur morale avec des colocataires plus jeunes. Pour nos grands-parents, pour nos aînés, exactement, plus jeunes. Donc il y a des nouvelles startups dans la PropTech qui se montent à ce niveau-là. 4e, quelque chose qui est peu connu, vous pouvez intégrer tous vos crédits de consommation et renégocier votre prêt sur plus long terme. Ça va vous permettre de gagner en mensualité et gagner du pouvoir d'achat en intégrant... En trésorerie. En trésorerie, exactement. Et en lissant votre crédit conso sur une plus longue période. Génial. En dernier, effectivement, ça c'est plus que d'actualité, investissez dans la rénovation énergétique pour pouvoir gagner en facture énergie, chauffage, etc. Ça, c'est très important. Bon, alors, tu as un bien qui illustre ça exactement. Mais en globalité, sur quel... Parce que là, il y a 5 points. Ta maison réunit les 5 points ou quoi? Je vais vous parler d'un bien, vraiment d'un cas atypique. Je voudrais voir ça. C'est quoi? C'est le cas de Junior, qui a acheté sa résidence principale et sa maison avec un garage, qui a détaché son garage de 20 mètres carrés pour le transformer, devinez quoi, en logement atypique et en love room. Incroyable. Et vous savez, en louant uniquement 3 jours par semaine, 3 nuits le week-end, il arrive à avoir 2 000 € par mois de revenus. D'accord. Et ça paye l'intégralité de son crédit immobilier. C'est incroyable. Alors, est-ce que vous êtes prêt, vous, à booster votre revenu avec cette solution? En faisant une love room, c'est ça que tu es en train de nous proposer. Du logement atypique, il nous propose une love room, le gars. Exactement. Bon, tu peux nous expliquer ce que c'est que la love room? La love room. C'est pas la peine. Bon, très bien. Alors, l'optimisation avec Michael, qui, lui, dans le prolongement d'Alexandre, va nous parler de LMNP. Un truc, alors là, attention, ça veut dire quoi? La meilleure niche fiscale en immobilier. Ah, d'accord. LMNP, location meublée non professionnelle. D'accord. Restez très attentifs et restez tous très attentifs. Je vais vous expliquer comment encaisser des loyers sans générer d'impôts dessus. Oh là! Mais c'est hyper intéressant, ça. Donc j'ai des revenus et je ne paye pas d'impôts. Exactement. Bon, alors allons-y, et ça c'est intéressant. La stratégie fiscale est primordiale pour un investisseur immobilier. 2 choix vont s'offrir à lui. La location nue, c'est le fait de louer un logement vide classique, et la location meublée, le fait de louer un logement équipé, prêt à vivre. D'accord. Donc la donnée intéressante en France aujourd'hui, 60% de propriétaires, 40% de locataires. Parmi ces 60% de propriétaires, les 3/4 font de la location nue et un seul quart pratique aujourd'hui de la location meublée, soit par manque de connaissances, soit par manque de suivi ou d'accompagnement. C'est plus complexe de louer en LMNP? C'est pas forcément plus complexe, et c'est ce que je vais vous expliquer. Il y a 3 grands avantages de faire de la location meublée. Plus de flexibilité.
on va avoir des baux d'1 an, alors qu'en location nue, on va avoir des baux de 3 ans. Donc sur une stratégie de revente, on va être plus flexible avec la location meublée. Plus de revenus, on va donner plus de confort à notre locataire et du coup, forcément, on va pouvoir augmenter les loyers. On parle de 20% supplémentaires en meublé par rapport à la location nue. Et le point primordial, on va baisser notre imposition sur les loyers encaissés. Alors ça marche comment? L'État propose 2 possibilités. 2 régimes en location meublée. Le régime du micro-BIC. On applique, c'est très simple, un abattement de 50% sur les loyers encaissés. D'accord. Et le régime, la pépite fiscale du moment, le régime réel. Ah, ça nous intéresse. On va pouvoir déduire l'intégralité des frais liés à notre investissement pour diminuer notre base imposable, c'est-à-dire amortissement du bien, les travaux, l'ameublement, les intérêts et l'assurance de prêt, la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant. Moi, j'ai envie de voir un exemple concret, Mika. Je crois que dans ton enquête, tu as trouvé la pépite qui permet de faire ce genre de choses. Hein. Tout à fait. Donc, on regarde les images. On est sur un petit T2 qui se prête parfaitement à la location meublée, 35 mètres carrés. On va pouvoir louer ce logement 750 €, donc environ 9 000 € par an. D'accord. 3 possibilités. Je fais de la location nue. J'applique un abattement de 30%. Sur les 9 000 €, je vais payer 3 000 € d'impôts chaque année. Je fais de la location meublée en micro-BIC, abattement 50%, je vais payer 2 000 € d'impôts. D'accord. Et la dernière, et le choix que je vous conseille de faire, la location meublée régime réel. D'accord. Et là, je vais appliquer tous mes amortissements et je ne vais générer aucun impôt sur mes loyers encaissés. Zéro. Incroyable. Pendant plusieurs années. Ça permet de capitaliser de l'argent en ne payant 0 impôt. Pourquoi il y a 3/4 des gens qui font de le manque l'inverse? d'information et le manque d'accompagnement. Bah oui, bah alors, qu'est-ce que tu fais, Mika? Je suis faut là, partir en croisade. Incroyable. La bonne parole. Donc 0. Tout à fait. Bon, bah parfait. C'est vraiment l'expertise poussée au paroxysme. Et pour continuer, vous le savez, on répond à vos questions dans cette émission avec le Selfimo. Je vous propose de regarder tout de suite la question de Claude. Bonjour, je suis Claude, j'habite à Metz, j'ai 65 ans et j'ai mon propriétaire qui voudrait vendre mon appartement. A-t-il le droit de me sortir de mon appartement? Ah, d'accord. Alors, donc, c'est une question, je dirais, un peu difficile. Ouais. Donc, ce monsieur a l'air d'être locataire. C'est ça. Et il demande quelle protection il a. Est-ce qu'il doit partir, Pascal? C'est une très bonne question. Donc, effectivement, la loi protège les locataires de plus de 65 ans ou un locataire ayant quelqu'un à charge de 65 ans. Mais ce n'est pas la seule condition. Pour pouvoir bénéficier de la protection, il y a également des conditions de revenus. Il faut que les revenus soient modestes. Sinon, la protection ne s'applique pas. D'accord. Et aussi, ce dont il faut faire attention, c'est si le propriétaire a les mêmes conditions de revenus et d'âge que le locataire, ça ne s'applique pas par contre. Il va pouvoir donner un congé pour vente parce qu'il a les mêmes conditions de revenus. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau de, je dirais, de la proposition qu'on peut faire au locataire sur la revente? Il n'a pas un droit de priorité? J'avais vu ça vaguement. Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un propriétaire qui veut vendre son bien, il va pouvoir le vendre 20% plus cher si le logement est libre par rapport à si le locataire reste en place. D'accord. Et la proposition, et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, 6 mois avant la date anniversaire du bail, si le locataire a moins de 65 ans, le propriétaire va pouvoir lui donner congé pour vente et récupérer son bien. D'accord. Ou lui faire une proposition en priorité de racheter le bien. Il est prioritaire. Ah, il est prioritaire, on est d'accord. On lui donne le congé pour vente 6 mois avant la date anniversaire et il a 2 mois pour acheter le bien au prix proposé par son propriétaire. D'accord. C'est courant, les locataires en général, quand ça arrive, se positionnent? En fait, c'est des situations où on est fréquemment sollicité puisque le locataire qui vit dans son logement en général est très heureux d'y vivre. Et n'a pas forcément anticipé le fait que le propriétaire vendeur pourrait vouloir vendre et le moment venu n'a pas la capacité à acheter. Et donc, en fait, décaler la vente en leasing permet au final de favoriser la vente à l'occupant. Est-ce que c'est adapté, je dirais, donc aux retraités, par exemple? Alors la difficulté et la question qu'on se pose forcément, c'est quelles sont les conditions d'octroi d'un crédit immobilier pour l'acheteur. Et donc on sait qu'effectivement les critères d'âge, etc. sont à prendre en compte, notamment pour les assurances et les durées d'emprunt. Donc c'est plus compliqué. Donc pour ce monsieur, effectivement, il y a, je dirais, quand même une protection, mais finalement, le propriétaire garde un peu la main quand même au final.
Il a 65 ans. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quels sont ses revenus. S'il gagne moins de 20 000 euros, il est protégé. Le propriétaire ne pourra pas donner congé pour vente. S'il gagne plus de 20 000 euros, il doit partir. Exact. Il doit pas partir. La plupart du temps, même si on peut partir, c'est toujours une histoire. C'est qu'on n'a pas envie de mettre dehors une personne. Oui, c'est ça. Il y a aussi avec les difficultés actuelles du marché pour se reloger, pour relouer. Il y a l'humain qui rentre dans le premier facteur au lieu de la loi. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Et la relation propriétaire-locataire, parce que le propriétaire peut proposer à son locataire un autre logement. Si effectivement il dispose d'un autre logement, effectivement. Bon, si vous aussi vous voulez vous poser vos questions à nos experts, c'est facile. Vos questions @proprio@tout-prix.com. En attendant, Pascal et Tripping va nous parler de Pinel, on est d'accord. Couteau dans les dents. C'est ça. Il y a des choses qui se passent dans la Pinel. Il y a des choses qui se passent dans la Pinel. C'est quoi la Pinel déjà? Alors la Pinel, c'est un investissement immobilier qui se fait dans le neuf, qui permet d'avoir un avantage fiscal qui est forfaitaire et direct sur une période donnée en fonction du temps de location par rapport à l'achat du bien. Oui, mais il y a match là, parce qu'il y a des choses qui se passent. La 2023, la Pinel 2023, c'est pas la même que la 2024. Alors exactement. Alors comme tu le sais, effectivement, ce sont des dispositifs qui vont arriver à échéance au 31 décembre de cette année, et donc cohabitent actuellement la Pinel et la Pinel Plus. Donc c'est un véritable combat de boxe sur le ring, parce qu'on a ces deux dispositifs qui cohabitent. Le dispositif Pinel qui est connu depuis plusieurs années, donc il y a des points communs, notamment c'est effectivement l'achat principalement d'un bien immobilier. L'investissement est plafonné à 300 000 euros ou à 5 500 euros le prix du mètre carré. Et ça permet effectivement, c'est dédié à un appartement qui va être loué pour la résidence principale du locataire. Principalement dans le neuf ou pas? Principalement dans le neuf. Et on va surtout avoir un avantage fiscal qui va être direct par rapport au déficit foncier, qui va être direct, puisqu'on va avoir une économie d'impôt qui est forfaitaire selon la durée de location, qui peut faire 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Ah oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, la Pinel, donc effectivement, on a un avantage fiscal de 9% par exemple sur 6 ans, qui peut aller jusqu'à 14% si on va sur une location de 12 ans. Et la Pinel Plus qui va offrir beaucoup plus d'avantages, parce qu'elle va sélectionner des territoires qui vont être mis en avant par rapport au dispositif Pinel, et surtout le Pinel Plus va essayer d'être beaucoup plus vertueux au niveau de l'écologie et de l'économie, en privilégiant des programmes qui sont moins énergivores et qui sont en faveur de l'écologie. Bon, enfin, on voit quand même qu'il y a un manque de préparation du gouvernement, parce qu'en fait, là, on est dans des dispositifs transitoires. Alors, c'est transitoire. Donc, déjà, mes conseils pour réussir un bon Pinel, effectivement, il faut prendre des biens de qualité, parce qu'il faut, même si on achète et qu'on est, entre guillemets, on privilégie l'avantage fiscal, il faut privilégier la future revente. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Il faut également privilégier des grandes villes avec une forte demande locative, parce que si on veut garder son bien en location ou le présenter, il vaut mieux quand même qu'il y ait une certaine demande. La rentabilité espérée avant l'avantage fiscal est généralement de 3 ou 4%. Donc avant de se positionner sur un bien, il faut voir effectivement si la rentabilité est la bonne. Rentabilité nette. Voilà, rentabilité nette, exactement. Et il faut surtout passer par des grands promoteurs, des promoteurs sérieux, pour avoir une garantie sur la livraison du bien. Et certains promoteurs proposent même des fois un package avec la vente du bien et un package de location derrière. Bon. C'est fourni, la Pinel. C'est le problème de l'arrêt, l'incohérence du gouvernement par rapport à l'arrêt de la Pinel, c'est qu'on est en pleine crise du logement, qui est souvent qui est une crise du neuf. Et en plus de ça, ils arrêtent la Pinel quand on voit que tous les programmes neufs étaient drivés à 50 à 70% par les investisseurs immobiliers, par les cabinets en gestionnaire patrimoine qui vendent des investissements immobiliers. Donc on s'étonne maintenant de la crise du logement, mais bon, c'est à cause. Il y a un manque d'anticipation de nos gouvernants sur ça, effectivement. Il y a plusieurs choses dans les tuyaux. Il y a effectivement des dispositifs qui vont pas certainement prendre le relais à la fin du Pinel. Donc il y a tout ce qui est OPC, donc ce sont le placement immobilier collectif. Il y a également le déficit foncier qui va être maintenu. La loi Malraux pour les monuments historiques, et surtout quelque chose qui est en train d'émerger, qu'on appelle le LOC avantage, et qui permet, si on déplafonne le loyer du bien de 15, 30 ou 45% par rapport au prix du marché, d'avoir des avantages fiscaux qui sont extrêmement importants, que ce soit pour le neuf ou pour l'ancien. Bon, alors pour se renseigner, il va falloir quand même faire le tri, là. Il faut passer par un expert. Il faut passer par un expert. Bon, merci beaucoup, les amis. Vous le savez, vous avez été parfaits. Ils ont été bons, pas mal. Excellent. Bravo. On a appris des choses. Vous êtes au top, on peut dire que ça. En revanche, il y en a un qui est au top également. Il sévit dans l'ouest parisien. L'homme à la casquette, à la Selle Saint-Cloud, cette fois-ci, il nous emmène pour deviner un prix. Regardez. Hello les amis, aujourd'hui je vous emmène dans un domaine privé à la Selle Saint-Cloud aux portes de Paris. Et on a 1 minute pour estimer ensemble cette nouvelle affaire. Allez, suivez-moi.
Ce type de maison des années 60, c'est une excellente opportunité de marché. En investissant un minimum de coûts, vous pourrez vous l'approprier. Le précédent propriétaire y est resté près de 60 ans. Un candidat pour battre ce record ? Essaye plutôt de battre le record d'indice. Pour vous aider dans votre estimation, je vous propose quelques indices. Avec un prix moyen oscillant entre 5 et 10 000 euros du mètre carré, c'est une mission délicate. Pas facile d'estimer un bien à la Selle Saint-Cloud. Moi, j'ai ma petite idée. J'estime cette maison entre 580 000 et 600 000 euros. Pas mal du tout, ce bien à la Selle Saint-Cloud. C'est pas facile à estimer un bien en région parisienne, hein, dans ces coins-là. D'accord. Très, très compliqué, hein, très, très compliqué. 3 nouveaux experts avec une première pour nos Perpignanais. Alors, comment ça va, Ouais, ça va David et super. Rémi? Très bien, merci. Alors, Pia oui, tout à fait. et Rivesaltes, C'est ça, oui. à côté de Perpignan. À côté de Perpignan. Juste à côté. Bon, j'ai une petite anecdote, les amis. On a été faire un reportage avec nos amis perpignanais dans leur région, hein, pour leur souhaiter la bienvenue. Et on arrive dans une maison, il faisait 14 degrés dehors. Hein. Il y avait du soleil, mais 14 degrés. Et il y avait une piscine. Et je leur dis comme ça pour rigoler. Hein. Je leur dis, vous n'êtes pas cap de sauter dans la piscine. Eh ben si, ils se sont mis en caleçon. Et tac, ils ont sauté dans la piscine. Et après, ils n'ont pas assumé, je vous le dis. Ils n'ont pas voulu qu'on diffuse. Elle était bonne, elle était très bonne. Elle était très bonne. Il n'était pas capable de ressortir, du coup. Non, il n'était pas capable de On est ressortir. vite sortis, on est vite sortis. Bon, alors en tout cas, welcome dans l'aventure, bravo, Merci, on est merci, impatients, merci, ouais. je le disais en début d'émission, vous allez pousser un coup de gueule pour votre première. Exactement. Et on va voir à quoi ça ressemble, les coups de gueule de Perpignan. Olivier, tu es avec nous, Béthune, tu es un habitué de l'émission maintenant. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'aménagement intelligent, on va dire. Eh oui, de domotique. Des domotiques. Alors donc ça, c'est quand même intéressant, mais... Bon, pour commencer cette première partie, on a le spécialiste de la rénovation qui vient nous rendre visite et dispenser ses conseils tous les mois. Et du coup, les amis, ce sont les conseils réno de Sylvain. Sylvain, oui. Est-ce que tu es en forme ? À fond. Alors attention, aujourd'hui tu vas nous parler d'une pièce très importante de la maison. Et alors il s'agit Une de... des plus importantes, la salle de bain. La salle de bain. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Petite question autour de la table. Oui. Qui c'est qui a une salle de bain? D'accord. Bon, c'est vrai que ça sent un peu, hein, t'as raison. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Non, je me lave à la rivière, moi. Voilà. Qui c'est qui a déjà essayé peut-être de rénover soi-même sa salle de bain? Pas moi. Moi, je dis... Non. Ouais, ça peut C'est vite, compliqué. ça peut vite être une galère. Ça Ouais, peut vite alors. être une galère. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais essayer de vous amener 3 astuces et 3 conseils pour essayer de rénover votre salle de bain. Alors, c'est ça. Premier conseil, Sylvain, alors c'est quoi ? On va d'abord un petit peu parler de la salle de bain elle-même, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la salle de bain, c'est devenu un des premiers postes de travaux quand on achète une maison, que ce soit en résidence principale ou même pour un investissement locatif. Ouais. Au même titre qu'une cuisine, Ouais. la salle de bain, dans le cadre d'une vente, c'est devenu un vrai argument de vente. Et c'est vrai. Donc c'est vrai, la c'est rénovation de sa salle de bain, il ne faut pas la négliger et il faut vraiment faire ça aux petits oignons. Aux petits oignons. Alors, les conseils, on commence. Le premier Allez, conseil, on y va. C'est quoi ? Conseil numéro 1, faites des plans. Ah oui. Ça peut paraître très bête, mais vous faites des plans, même à main levée. Ça sera important d'intégrer plusieurs choses. La première, vos besoins. Est-ce que votre salle de bain, vous allez vouloir y mettre une douche, une baignoire, un meuble double vasque? Ça sera important de les intégrer sur ce plan-là. Deuxième conseil, sur ces plans, du coup, intégrer les éléments sanitaires. La douche, est-ce qu'elle va faire 1 mètre, 1 mètre 50? Peu importe, voir si tout va rentrer. Les arrivées. Et troisième point, effectivement, tout ce qui est arrivée électrique existante, les arrivées d'eau et les évacuations d'eau. Peut-être pour éviter des coûts et des interventions d'un plombier, ce sera intéressant d'aller mettre la douche au même endroit que l'existant, parce que petit rappel, les évacuations d'eau en Bluetooth, ça n'existe pas encore. Donc, on va C'est éviter. ça, on évite. Exactement. Alors effectivement, ça permet, si on prépare bien son plan, de faire un certain nombre de choses par soi-même. C'est Comme le but, le changement d'une vasque, par exemple, d'un robinet. Exactement. Ou deuxième conseil, Exactement. Sylvain. Deuxième conseil, faites attention à la disponibilité des matériaux. Première chose, faites-vous un petit planning détaillé des différentes phases de travaux et surtout, n'attaquez pas le chantier tant que vous n'êtes pas sûr de la disponibilité de tous les matériaux. C'est ça. La rénovation d'une salle de bain, surtout en milieu habité, c'est primordial pour la bonne réussite. Alors, du ça va chantier. combien de temps pour une fois qu'on a tous les matériaux, combien de temps pour faire sa salle de bain? Combien de temps il faut compter? Écoute, si c'est toi qui te fais ça, tu prends moi, c'est quelques 2 jours ans, de moi. congé parce que tout le monde sait que tu es super bricoleur. Non, allez, un bon bricoleur qui va se le faire tout seul, s'il a tous les matériaux à disposition, je pense que s'il s'y met bien, en 7-10 jours, il va arriver à tout faire. D'accord. Et avec un professionnel, on va plus vite ou pas?
Honnêtement, je ne pense pas. On est quand même sur une petite pièce. On va peut-être arriver à gagner quelques jours, mais il y aura quand même une bonne semaine de chantier. Bon, une bonne semaine de chantier, donc une semaine sans se laver, les mecs. Exactement. À la rivière. Bon, et le troisième conseil de Sylvain, c'est quoi? Le troisième conseil, la ventilation. Oui, c'est vrai, on n'y pense pas. Le renouvellement de l'air, c'est quand même le meilleur moyen de chasser l'humidité et tout ce qui est bactéries. Si votre salle de bain n'est pas équipée d'une ventilation, pensez dans le cadre de vos travaux à intégrer soit une VMC, soit un extracteur d'air. Ah oui, c'est ça. Pour faire ventiler encore plus et au mieux la pièce, attention de bien penser au détalonnage des portes. Oh là tu m'as... Qu'est-ce que c'est le détalonnage des portes? C'est quoi ça? Le détalonnage des portes, c'est tout simplement être sûr qu'on a bien le jeu nécessaire entre la porte et le sol. Il faut savoir que dans une pièce humide, en France, une pièce humide, elle est normée. C'est la cuisine, la salle de bain, le WC, la buanderie. Il faut un jeu minimum de 1 cm. Si on suit le DTU, c'est entre 12 et 14 mm. Pourquoi? Pour avoir un flux d'air nécessaire au bon fonctionnement de la ventilation. Il faut savoir qu'une VMC, le but c'est quoi? C'est d'aller prendre l'air de l'habitat pour le chasser vers l'extérieur et créer un renouvellement naturel. D'accord, mais on la trouve où la VMC? Il n'y a pas toujours des conduites VMC? Alors très souvent la VMC, on va l'installer plus sur une maison individuelle. Pourquoi? Parce qu'on aura des combles, on aura des éléments comme ça. La VMC, finalement c'est quoi? C'est un moteur avec plein de gaines qui partent un peu comme une pieuvre. Donc effectivement, il faudra une petite zone technique. Donc la VMC va plus être destinée pour tout ce qui est maison individuelle. Et l'extracteur d'air qui a le même fonctionnement, mais lui qui est plutôt sur une sortie directe, on va être plus destiné sur les appartements. Là, on vient faire un carottage, donc un perçage. En carotte. En carotte, oui. Oui, d'accord. La belle carotte. Big up, Pipette Best. En carotte, et on vient donc mettre l'extracteur d'air directement sur un mur qui va donner sur l'extérieur. Bon, on en sait un peu plus sur comment rénover de manière secure sa salle de bain. Merci Sylvain, c'était clair, limpide et je dirais très propre. Tu es venu très bien lavé, donc on est content. Ce que je vous propose, les amis, c'est de continuer avec une autre possibilité d'aménagement dans sa maison, avec Olivier, qui lui va nous parler de domotique, parce que ça c'est automatique avec lui, on est d'accord? Exactement. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, est-ce que tu sais ce que c'est le mot domotique? Non, je ne sais pas ce que c'est que le mot domotique. Le mot domotique, c'est un mot valise qui est composé de domus, la maison en latin, la maison, bien sûr, et de télématique, qui est l'ancêtre du numérique. D'accord. Donc c'est de pouvoir piloter ta maison. Minitel, tu nous parles du Minitel. Du là, Minitel, on est d'accord. Tu sais, c'est mon époque. Je sais pas ce que c'est. Donc ça te permet de piloter ta maison de manière numérique. Alors on connaît tous le système de pilotage de chauffage via son smartphone avec un petit thermostat connecté. Mais la domotique, ça va encore plus loin puisque c'est complètement centralisé et ça te permet de piloter l'intégralité de ta maison. Donc ça peut être les volets, la lumière, l'alarme, le digicode, etc. Est-ce que ça coûte cher la domotique? Alors est-ce qu'on n'est pas sur une vulgarisation de ce phénomène? Ça coûte plus si cher que ça. C'est vrai qu'il y a eu, il y a quelques années, ça coûtait beaucoup plus cher parce que c'était nouveau. Aujourd'hui, on a plein de petits IoT, des objets connectés à Internet qui permettent, par exemple, simplement une ampoule connectée, le thermostat connecté, etc. Mais le top du top, c'est vraiment d'avoir un système centralisé que tu peux piloter via un écran qui est installé ou des écrans installés dans la maison ou dans l'appartement et qui te permettent vraiment de tout piloter et de piloter également via ton smartphone. Donc ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est un investissement qui est vraiment rentable dans le temps. Alors domotique, c'est tendance. Et alors bien sûr, dans ton enquête, tu as trouvé une maison, j'en suis sûr, qui illustre parfaitement tout ça. Pour regarder les images peut-être. Alors c'est quoi comme maison? Donc c'est un appartement qui a été réaménagé dans un bâtiment néo-flamand début du XXe, qui a été reconstruit après la Première Guerre mondiale. Où il n'y avait pas de domotique à l'époque. Où il n'y avait pas de domotique à l'époque, on est d'accord. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Et donc avec des matériaux d'extrêmement bonne qualité, extrêmement bien isolés, puisqu'on est en C, voire en B, sur un bâtiment début 20e, pardon, et qui est complètement géré par domotique. Alors qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, il y a les volets. Alors les volets, les Velux, le chauffage, la climatisation, la lumière. L'interphone, il y a vraiment tout qui te permet. Les enfants aussi, non? On peut piloter les enfants. On peut pas encore piloter les enfants. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, malheureusement, c'est pas possible. Donc, une installation domotique, on le dit, ça vaut entre 5 000 et 20 000 euros quand même encore aujourd'hui. Oui. Quand elle est complètement intégrée, oui. C'est ça. Mais on peut électrifier ou en tout cas domotiser ces volets pour 50 balles, 50 euros.
Exactement, quand avec même des petits moteurs. Un très bon plan pour rendre un peu plus agréable son logement et de manière assez simple. Tout à fait. Bah, c'est pas mal ça. Hein. Bon, je vois que vous êtes de plus en plus prêts là, à pousser votre coup de gueule ou pas? Ils sont chauds. Ouais, vous êtes chaud ou pas? Oui, ça commence à monter, hein, on sent. Ils ont le sourire, mais il y a. Bon, on va voir. On va s'écarter. Bon, avant de retrouver nos amis de Perpignan, je vous propose encore un petit voyage avec celle dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et on lui rend honneur. On va à Villefranche-sur-Saône avec Marie, qui nous fait deviner avec brio un prix dans son secteur. Regardez. Bienvenue à Villefranche-sur-Saône, classée 4e ville de France, la plus prisée en termes de location courte durée. Et justement, nous allons voir 5 appartements, idéal pour ce type de location. Allez, c'est parti. 5 appartements. On va se limiter à un déjà, Marie. Hein. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur ce joli 2 pièces. Entre son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO et sa situation géographique, qui en fait une ville-étape importante, c'est vous dire si l'investissement locatif est intéressant. Alors, tenez-en compte pour votre estimation. Besoin d'un petit coup de pouce? Allez, quelques indices. Pour bien louer, il faut bien meubler. Un coup de baguette magique de Christelle Van Nuffel et c'est géré. Mon estimation pour cet appartement se situe entre 175 et 180 000 euros. Incroyable, hein, Marie, toujours au top. Patrimoine de l'UNESCO. Incroyable. Impressionnant. Ouais. Impressionnant. Alors, la première de nos amis perpignanais. Alors, attention, vous êtes en forme, là, ça y est? Oui, je suis patate. David, tu n'es pas là par hasard. Tu as récemment été élu meilleur négociateur de France en nombre de ventes. Oui, actuellement. Dans ton réseau? Sur le réseau, oui, actuellement. Oui. Ouais, et ça s'applaudit quasiment. Hein. Merci, ami. Bravo. On l'appelle monsieur? Merci. Eh ben, dis donc. Bon, alors, c'est bien joli d'être meilleur négociateur, mais alors, par contre, vous n'êtes pas content, hein, on est d'accord. Hein. David, qu'est-ce qui se passe? Alors, actuellement, depuis le 1er janvier 2024, alors, on a des contrôles d'assainissement qui sont, on va dire, renforcés actuellement, n'est-ce pas, Rémi? Donc, du coup, voilà, sur les Pyrénées-Orientales, donc sur Perpignan et 35 communes voisines. Donc, ce qui vous énerve, là, c'est le renforcement des contrôles de maisons individuelles, d'appartements, de maisons? En fait, pour chaque vente, on a une société qui a été agréée. Donc, il y a une seule société qui gère tout ce qui est réseau d'assainissement sur ces communes-là, que David a dit. Et en fait, il y a une condition suspensive maintenant, c'est qu'il y a une mise en conformité du réseau d'assainissement. D'accord. Donc, il contrôle que le pluvial et les eaux usées soient bien séparés et qu'il y ait le regard d'évacuation qui soit accessible en limite de propriété. C'est ça. Mais c'est quoi le coup de gueule? Pourquoi vous n'êtes pas content? C'est bien ça. Mais le coup de gueule, c'est qu'en fait, les propriétaires sont soumis de faire les travaux s'ils ne sont pas Ils ont 2 ans pour faire les travaux. À leur charge. Voilà, c'est ça. Et alors, ça coûte cher ces histoires-là? Le problème, c'est que ça fait déjà capoter les ventes et ça va faire capoter les ventes. C'est plusieurs milliers d'euros. Voilà. Oui, mais toi, tu t'en fous, t'es meilleur négociateur de France, toi. Donc, non, ça va péter quand même. Ça t'a un peu énervé quand même. Ouais. Et alors donc, quelques exemples. Par exemple, le dernier en date, Rémi, qu'est-ce que c'est? Le dernier en date, c'était qu'il y avait un regard d'évacuation qui était dans le garage, comme se faisait souvent à l'époque dans les constructions. Et maintenant, c'est non conforme, donc ils ont 2 ans pour faire mettre ce regard-là en limite de propriété et ils n'ont pas le choix de leur société. Si la personne est maçon, elle veut le faire soi-même, c'est pas autorisé. Mais c'est quoi le montant de ces travaux, David? On parle de plusieurs milliers d'euros, de minimum dans les 2 000 euros. Minimum. Au minimum, mais pour les plus petits travaux, et ça peut monter jusqu'à presque 10 000 euros pour les grosses maisons. Le problème, c'est qu'il y a un petit flou encore juridique, parce qu'on a le cas, nous aussi, dans notre secteur, c'est que même si on a un réseau d'assainissement public qui n'est pas aux normes et qui est non séparé, donc on a les eaux usées qui se jettent dans les eaux pluviales, on a, nous, partie privative, obligation de séparer le réseau. Donc on se retrouve à faire quelque chose qui c'est une aberration totale. On a un réseau qui est séparé eaux usées, eaux pluviales. On arrive en limite de propriété avec une boîte de raccordement où les deux se jettent dedans et pour ça sert à rien, partir après dans le réseau public. Et ça sert à rien en fait, donc du coup. C'est pour prévoir la mise aux normes. Quand ils mettront aux normes. Donc, la démarche est bonne, mais c'est vrai que ça bloque des ventes. Tu parles d'une démarche, c'est-à-dire que faites ce que je dis, faites pas ce que je fais en fait. Hein. C'est un peu ça l'histoire. En fait, on demande encore aux propriétaires de payer pour mettre en conformité. En fait, c'est toujours aux propriétaires de foncier de devoir avancer des sous, alors qu'à l'époque, c'était les méthodes de construction. Est-ce que l'acheteur qui prendrait possession d'une maison comme celle-là, si jamais les travaux n'ont pas été effectués, devient responsable, ou est-ce que c'est le vendeur?
À la base, c'est le vendeur. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à la signature du compromis de vente, c'est bien dit, on est clair avec lui, parce que maintenant, ça vient d'arriver, le notaire le dit. Donc l'acheteur, s'il veut le faire à sa charge, il peut, mais c'est à lui de payer. Donc forcément, il y a des négociations de prix. On doit re-signer un compromis, refaire partir les... C'est en conditions suspensives aussi. C'est en conditions suspensives, quoi. D'accord. Donc il y a un risque de casse, quoi, énorme. Bon, tout ça, c'est bien gentil, les amis, mais vous enquêtez sur le terrain. Et alors toi, David, justement, pour pousser ton coup de gueule, tu as décidé de montrer une maison qui n'est pas concernée par ça. Alors c'est quoi, justement? C'est une maison neuve. Alors moi, j'ai la chance d'opérer sur le secteur de Pia, une voisine, une commune juste à côté, on va dire, de Perpignan. Donc du coup, on n'est pas soumis en fait à cette nouvelle règle pour l'instant. Donc ça, c'est quand même effectivement un bon exemple à suivre. C'est pour ça que tu as choisi de montrer ces images. Qu'est-ce que c'est que cette maison alors du coup? C'est une maison neuve en fait. Hein. Du coup, oui, tout à fait. C'est une magnifique villa de 4 faces, 160 mètres carrés habitables. Donc voilà, avec piscine, extérieur. Ah, mais voilà, mais c'est celle-là où vous avez plongé dans la piscine. C'est ça, exactement. Oui. Eh oui. Peut-être qu'on mettra les images un jour quand même. T'as pas voulu nous rejoindre d'ailleurs. Non, si, j'ai encouragé. C'était très bien. La voilà, la piscine. Bon, ça vaut combien une maison donc où il n'y a pas de problème d'assainissement justement alors à Pia? Celle-là, on l'a estimée entre 399 et 419. Voilà. Ah oui, c'est précis. C'est précis. Oui, toujours des fourchettes de 390 et 410 000 euros, quoi. C'est ça, et 420 000 euros. 399, 390, 420, on est d'accord. Bon, ok. Alors moi, ce qui m'intéresse suite à ce coup de gueule, c'est Rémi, parce que là, pour le coup, toi, tu es en plein dedans. Alors c'est quoi la magnifique demeure Moi, c'est une magnifique demeure des années 1850, mais du coup, 1850 qui n'a pas été rénovée. Donc, il y a encore tout ce qui est évacuation d'eau usée, d'eau pluviale. Il y a les regards qui ne sont pas en limite de propriété. Donc là, c'est carton plein. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on fait alors là-dessus alors? Donc là, je vais être obligé de faire des devis parce que dans tous les cas, c'est une bâtisse entièrement à rénover. Mais quand il faut également rénover tous les réseaux d'eau, etc., c'est pas les mêmes prix. Donc le propriétaire, je pense pas qu'il va négocier énormément le prix par rapport à ça parce que c'est une nouvelle loi. Et l'acheteur, il va devoir l'intégrer dans son budget. C'est ça. Alors on voit quand même que Christelle a fait des miracles au niveau de l'aménagement intérieur. Voilà ce que ça donne une fois que les travaux sont rénovés. Super ça va être sublime. C'est un produit unique dans le secteur rouennais. Oui, alors on est à Rivesaltes. On est à Rivesaltes, à côté de Perpignan. À côté de Perpignan. Et il n'y en a pas deux comme ça, je crois. Moi, c'est la première fois que j'en ai une comme ça. C'est incroyable. Avec un terrain comme ça et tout. Avec une terrasse magnifique là au premier étage qui donne sur il n'y a pas de vis-à-vis, rien du tout. C'est magnifique. Hein. Combien ça vaut ça à Rivesaltes? Alors là, on est affiché à 630 000 euros. Écoute. Mais bon, c'est pas cher au vu du bien. Non, mais à côté de Perpignan, quoi. On a une maison qui fait 450 mètres carrés, c'est ça? Elle fait 430 mètres carrés habitables, il y a 820 mètres carrés de parcelles. C'est magnifique. Bon, vous avez été parfait. Moi, j'ai trouvé que vous étiez un peu. Je m'attendais à un peu plus de fight. Hein. On est timide. Vous avez fait la fête hier soir ou quoi? Non. Ah bon, d'accord, ok. Bon, en tout cas, vous êtes les bienvenus et on va mettre à l'épreuve vos talents d'expert avec le Selfimo. La question auquel nous allons répondre dans ce Selfimo est la question d'Emma. Regardez. Bonjour, je m'appelle Emma, je viens de Bordeaux, je cherche à acheter pour la première fois. Est-ce que vous avez 3 conseils à me donner? Alors ça, effectivement, les primo-accédants se posent toujours beaucoup de questions sur comment je vais acheter, est-ce que je suis capable d'acheter, comment faire. Un conseil chacun, tiens. Olivier. La première chose déjà, c'est d'avoir de l'apport. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des banques, si tu n'as pas d'apport, tu n'auras pas ton prêt. D'accord. Pas de bras, pas de chocolat. Exactement. Donc, bon, d'accord. Entre 10 et 15% d'apport, c'est bien. Et comment on fait pour avoir de l'apport? Faut économiser ou avoir des parents très gentils. Voilà. Un héritage. Bon, alors un deuxième conseil peut-être, Rémi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, dans ton secteur, au primo-accédant? Pour moi, c'est de lister ses critères par priorité, ses besoins, ce qu'il doit absolument avoir et ce qu'il n'a pas forcément besoin. Et il va affiner sa recherche par rapport à ça. Ça, c'est effectivement important parce que souvent, on rêve beaucoup quand on achète. Et il faut savoir faire des concessions quand on achète pour la première fois. David, qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je dirais de valider son financement vraiment à l'avance. Parce qu'actuellement, c'est tellement compliqué d'avoir des crédits, vu les taux d'intérêt qu'on a actuels sur le marché. C'est primordial. Soit de voir avec sa banque ou de voir avec un courtier. On le dit, pour être en position de force pour négocier un bien immobilier, vous allez voir votre banque, vous lui demandez une acceptation de son dossier, du dossier, et ça permet en quelque sorte d'être un peu secure quand on va voir un bien. On sait qu'on va être finançable. Même ils savent qu'ils peuvent se positionner, quoi, déjà. C'est ça. C'est ça. Et qui dit primo-accédant, très souvent, c'est les gens qui commencent dans la vie.
le bien, moi mon conseil, ça sera aussi d'avoir un bien qui peut être évolutif ou facilement revendable. Sur le principe, la personne qui va acheter sera seule, elle va peut-être pas le garder 10 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, donc un bien qui avec une cote facilement revendable. C'est ça, exactement. Bon, si vous aussi vous voulez avoir les réponses de nos experts, vous nous envoyez par mail vos questions à proprio-à-tout-prix.com, une petite vidéo selfie, c'est sympa. Ça permet de passer à la télé. Il y a beaucoup de demandes. Hein. On a de plus en plus de téléspectateurs qui nous envoient des selfies. On a du mal à les sélectionner, donc tentez votre chance, bien évidemment. Ça a été une très belle émission. Merci beaucoup, les amis. Sylvain, on dit, ça va être une tradition dans l'émission. On dit bonjour à Joël. On dit bonjour à Joël. Là, ici. Joël, c'est la maman de. Bonjour à Joël, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour Joël. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures immobilières sur la planète Imo. En attendant, bonne semaine et à très bientôt. Ciao.